9h01, samedi 15 novembre. On est ensemble avec Jacinthe Evarel, Rémi Villemur qui vous parle jusqu'à 10h. On a une belle deuxième heure. On parle dans quelques instants à Sébastien Ménard du Journal de Montréal qui est derrière le palmarès des meilleures écoles, autant au privé qu'au public. Ça revient à chaque année. C'est un peu controversé comme exercice. Il y a des gens qui ne croient pas à une telle chose que à être supérieur, être inférieur, être meilleur, être moins bon. Moi, je respecte beaucoup cet exercice-là. On en parle dans quelques instants. On parle également des CPE. Ça aussi, hein, c'est peut-être quelque chose dont on ne peut jamais dire qu'il y a peut-être des défauts ou pas. Le modèle des CPE est-il parfait? Bien, la revue anglaise The Economist affirme que non, que c'est un modèle qui peut peut-être s'améliorer. Et là, bien, il y a toute une pléthore d'experts qui sortent dans l'espace public en disant non, 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 c'est le meilleur modèle qui puisse exister. On en parle tantôt avec Sébastien Monpetit. La température, il fait moins 4 degrés en ce moment à Montréal. Nuageux aujourd'hui, ça va se réchauffer un peu. Vers la soirée, par contre, pluie, donc en bas de zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire verglas, préparez-vous. Demain matin, quand vous allez vous réveiller, ça va glisser, donc mettez vos protège-coudes, hein? Elbows up. Elbows up, Jacinthe Evarel. Parce que demain, ça peut faire mal. Moi, tu sais qu'en moyenne, je tombe 3 fois par année sur le trottoir. Ah ouais. Et je tombe solide, là. Moi, Hey! je tombe solide. Non, mais ne t'inquiète pas, inquiète-toi pas, là. Non, mais ça m'inquiète pour les personnes âgées parce que toi, tes hanches peuvent absorber ce choc, mais les personnes âgées qui chutent comme ça, les hanches sont plus fragiles. Tu as tout à fait raison. Moi, par contre, je te permets de t'inquiéter pour moi d'une seule façon, c'est pour mon orgueil. Parce que quand je tombe sur Mont-Royal, c'est tellement gênant. Des fois, je tombe sur Mont-Royal, puis je m'en vais vers l'est, là, et là, tout le monde me remarque et je tourne dans une rue par rapport, puis je m'éloigne longtemps. Et là, je reprends une rue parallèle. Je marche très, très, très longtemps pour être sûr que quand je revienne sur Mont-Royal, il n'y a personne qui se rappelle que pas loin, il y a 10 minutes, c'était moi qui s'est pété c'est la cohérent gueule. avec l'orgueil dont tu parlais juste avant la pause. Je suis très orgueilleux. C'est à la fois mon plus grand défaut et ma plus grande qualité. Demain, de la neige, 2 à 4 cm. Il va faire en haut de zéro, donc ce ne sera pas de la pluie verglaçante au moins. On a une belle deuxième heure. Je suis vraiment content parce que le palmarès des écoles, c'est un sujet qui me passionne. Je capote là-dessus. Chaque année, quand ça sort, je vais dans l'onglet de recherche et j'écris le nom de mon école. Et là, je regarde. Est-ce que mon école s'est améliorée? Est-ce qu'elle est elle est en plein déclin? Et évidemment, depuis que je suis parti, le Collège Notre-Dame bat de l'aile un peu parce que j'étais vraiment Mais non, je te niaise. J'étais le fait saillant de cette école-là. On en parle avec Sébastien Ménard, qui est éditeur adjoint du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Bonjour, Sébastien. Est-ce que... Sébastien n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Est-ce que tu es le fruit de l'école? Tu as nommé le nom de ton école, mais est-ce que tu es le fruit de l'école publique ou privée? De l'école privée. Donc, du Collège Notre-Dame du Sacré-Cœur, l'école du frère André, qui était devant, qui ouvrait la porte comme ça. Il y a eu des... Maurice Duplessis est allé au Collège Notre-Dame. Paul Saint-Pierre Plamondon est allé au Collège Notre-Dame. Grégory Charles, qui est notre voisin d'étage, est allé au Collège Notre-Dame. Wow. Jean-Luc Mongrain et mon oncle Serge aussi est allé au Collège Notre-Dame. La connexion fonctionne. On est avec Sébastien Ménard, éditeur adjoint du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Rémi. Le palmarès des écoles, moi, j'ai une drôle de question pour qu'on débute. Là. C'est qui lit ça en 2025? Ce sont en fait les parents et les enfants qui sont à la recherche d'une école secondaire, je dirais, en premier lieu, mais ça devrait aussi intéresser tout le monde qui se préoccupe de la performance du réseau scolaire québécois. Parce qu'il faut savoir que chaque année, le réseau de l'éducation au Québec coûte pas moins de 15 milliards de dollars aux contribuables du Québec. Et le palmarès des écoles secondaires, c'est à peu près le seul exercice ou un des seuls qui permet de mesurer la performance du moins d'une partie du réseau de l'éducation. Donc, je dirais que ça devrait rejoindre un public très large, mais de façon plus précise. C'est évident que ça intéresse davantage probablement les parents qui ont des jeunes qui sont en 5e ou 6e année, qui sont sur le point de faire leur choix d'école secondaire. Contrairement à ce qu'on voyait il y a quelques années, le choix d'une école ne se fait plus seulement au début de l'automne précédant l'année scolaire suivante, mais tout au long de l'année précédente. Alors, c'est vraiment en continu maintenant que les admissions ont lieu. Donc, c'est pour ça que depuis maintenant 17 ans, on publie ce cahier-là, ce rendez-vous-là, et qu'on rend disponible toutes ces données-là au bénéfice des familles québécoises. L'école secondaire publique qui se trouve en première place, c'est l'école secondaire de Saint-Jérôme, école secondaire Émilien-Frenette à Saint-Jérôme, dois-je dire. Et c'est fantastique de découvrir dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, l'article qui explique comment cette école a réussi à se hisser au sommet du palmarès. Pouvez-vous nous parler des mesures
vraiment intéressantes qu'ils ont mis en place, notamment le retrait, le retrait du local de retrait. Ben, en fait, l'histoire de cette école-là, c'est d'abord l'école secondaire publique non sélective qui est la meilleure au Québec. Parce qu'il y a d'autres écoles secondaires publiques qui ont des cotes un peu plus élevées, mais c'est quand même assez incroyable l'histoire de cette école-là, parce qu'il y a quelques années, elle était vraiment là en queue de peloton. Elle était loin là, à la fin du classement. Et maintenant, ben, elle est vraiment en tête. Là. Elle fait partie de notre fameux top 10 des écoles publiques. Puis dans ce cas-ci, c'est un peu le fruit du hasard qui a fait en sorte, je dirais, d'accélérer une réflexion qui avait lieu dans l'école. C'est qu'il y a eu un dégât d'eau à l'école. Et c'est quand aussi surprenant que cela puisse paraître. C'est un dégât d'eau qui a donné lieu à une multitude de changements. Ce dégât d'eau-là est survenu dans la classe de retrait. La classe de retrait, c'est le lieu où on envoie les élèves tannants, là, les élèves qui dérangent, là, ceux qui perturbent les classes. Les Jacinthe-Varel, là. Ouais. Vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Mais, donc, ce local-là, j'entendais hier soir la directrice en discuter au bilan avec Emmanuel Latraverse. Il y avait déjà une réflexion quand même qui avait été amorcée quant à l'utilisation qu'on devrait en faire et quant à la façon de gérer les cas problèmes. Donc, de fil en aiguille, à la suite de ce dégât-là, qui a été un peu un accélérateur, l'école a pris des mesures différentes pour encadrer les élèves, les plus tannants, donc les plus perturbateurs, puis a mis en place toutes sortes de mesures, dont aussi un duo d'enseignants. Un duo d'enseignants qui accompagne les élèves qui ont plus de difficultés que les autres. Ce qui fait que quelques années plus tard, 5 ans plus tard, on se retrouve avec cette école-là, qui est une école, entre guillemets, ordinaire, régulière, non sélective, qui réussit à tirer son épingle du jeu. Puis c'est la preuve qu'on est capable, même dans des milieux, je dirais, moins favorisés, même dans des milieux où on fait pas de sélection, de vraiment bien performer, de se classer admirablement bien dans le palmarès des écoles. Sébastien, au début de l'émission, Jacinthe-Varel et moi, on ne s'entendait pas sur comment mesurer la qualité d'une école, la performance d'une école. Jacinthe-Varel trouvait ça dommage qu'on ne se fie qu'aux notes, par exemple, des élèves. Ouais. Elle disait, bon, peut-être que le fait qu'il y ait des activités parascolaires, le fait qu'il y ait de la bonne nourriture sur le menu, que la cafétéria soit plus santé, ça devrait aussi s'inscrire dans le calcul complexe qui mène au classement. Comment vous calculez, vous, de votre côté? Quelle est la meilleure école? Quelle est celle qui tire le plus la patte? Moi, ça fait 17 ans que je suis responsable de la publication de ce palmarès-là dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Puis, ça fait 17 ans que j'entends ce genre de commentaires-là. Et il est très légitime. Hein? C'est un questionnement qui est très légitime, mais il faut comprendre que pour être en mesure d'élaborer un classement, on doit s'appuyer sur des données. Et puis, les seules données qui existent, ce sont les données que le ministère de l'Éducation veut bien rendre publiques et veut bien nous fournir. Donc, c'est évident qu'un palmarès comme celui-là a quand même des limites, puis on l'indique un peu partout, on le précise aux gens. Ça demeure un portrait statistique. C'est basé sur les résultats aux examens, mais c'est basé sur d'autres facteurs aussi qui trahissent un peu la réalité du fonctionnement d'une école. Puis parmi ces facteurs-là, il y en a un, moi, qui me fait toujours sourire, que j'aime expliquer. C'est celui qu'on nomme la surestimation par l'école. Dit comme ça vous dira pas grand-chose, mais si je vous explique que c'est au fond l'illustration de la tendance que des profs peuvent avoir à gonfler les notes de leurs élèves, là, vous allez dire, ah, OK, je comprends un peu mieux ce que ça veut dire. Au fond, ça mesure l'écart entre la réussite des élèves durant l'année, par exemple en mathématiques, en français, en histoire, en sciences, puis les résultats que les élèves obtiennent réellement aux examens du ministère. Donc, dans une école où des enseignants, durant toute l'année, donnent des notes beaucoup plus hautes, que la performance réelle de leurs élèves par rapport à leurs résultats à l'examen du ministère, il y a quelque chose qui tourne pas rond et ça va être reflété, ça, dans la cote globale de l'école. Même chose pour la proportion d'élèves qui sont en retard dans leur cheminement scolaire. Donc, autrement dit, la proportion d'élèves qui devraient être rendus en 5e secondaire dans une école, mais qui n'y sont pas, qui sont en retard dans leur cheminement. Donc, ça aussi, ça illustre quand même, je dirais, la performance globale d'une école. Mais c'est vrai que ça reflète pas tout. C'est vrai que ça tient pas compte, par exemple, de la réalité des programmes parascolaires, je dirais, des activités qui peuvent être offertes dans les écoles. Et c'est pourquoi il est important de se servir du palmarès comme d'un guide qui peut permettre d'identifier des écoles, mais il faut vraiment compléter ça avec une visite, avec un questionnement, avec des rencontres des gens sur le terrain pour faire un choix éclairé. Mais nous, on est fiers de publier ce palmarès-là et d'offrir au public québécois toutes ces données-là, parce que si nous, on le fait pas, personne ne va le faire. Il n'y a aucun exercice de transparence de cette nature-là qui existe au Québec. Et pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, nous, on pense que c'est essentiel d'informer le public québécois
de la performance, ne serait-ce que des écoles secondaires. Puis on fait un exercice semblable aussi avec les cégeps depuis quelques années, qu'on mesure aussi avec notre propre système d'analyse, qui n'a rien à voir avec celui des écoles secondaires. Alors, parce qu'on pense que c'est important que les Québécois savent s'ils en ont pour leur argent quand on parle d'éducation. On parle avec Sébastien Ménard, éditeur adjoint au Journal de Montréal et Journal de Québec et grand chef d'orchestre du palmarès des écoles au Québec, palmarès qui est sorti cette semaine. Monsieur Ménard, l'exercice est très pertinent. Vous dites que vous êtes à la tête de cet exercice depuis plus d'une décennie maintenant, plusieurs années. Il est pertinent, il nous donne de l'information judicieuse et comme vous le dites, c'est le seul exercice qui nous permet d'avoir un regard, de mesurer et on ne mesure pas assez, selon moi, au Québec. Par contre, moi, j'aime ça pousser encore les gens encore plus loin puis les pousser dans cette performance. Est-ce que ce serait utopique de penser que vous pourriez ajouter un volet de sondage de satisfaction de la clientèle des élèves. Donc, que les élèves notent eux-mêmes la qualité de l'enseignement, la qualité de leur environnement pour ajouter un volet là, encore plus précis ou un volet différent en matière d'expérience scolaire auprès des élèves? Bien, c'est une bonne question et ça demeure des indicateurs un peu subjectifs, ce dont vous parlez. Puis l'enjeu que j'ai particulièrement avec ça, c'est que nous, au Journal de Montréal et au Journal de Québec, on est les éditeurs du palmarès. On n'est pas ceux qui déterminons le classement des écoles. La méthodologie, c'est nos partenaires, l'Institut Fraser, qui classe les écoles avec un système méthodologique très complexe, une formule mathématique très complexe. Là, ils ont besoin de vraiment beaucoup de semaines de travail pour arriver à ce classement-là. Donc, la solution qu'on a trouvée, nous, au fil du temps, pour peut-être mieux refléter ces réalités-là, c'est d'aller sur le terrain puis d'essayer de comprendre puis de percer le mystère de ces écoles-là qui réussissent à s'illustrer. Et ça nous permet de raconter de belles histoires comme celles qu'on publie aujourd'hui dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec, d'écoles qui vraiment ont fait des bons prodigieux. Mais je comprends bien l'idée de voir si on pourrait pas, par exemple, y ajouter un sondage, de traiter de la réalité du terrain. Mais compte tenu du fait que nous, on édite le contenu et le classement qui est réalisé par l'Institut Fraser, c'est une limite que les chercheurs, c'est vraiment un exercice scientifique là, auquel ils se prêtent, que les chercheurs n'ont jamais voulu franchir. Et je dois vous dire qu'ils font le même exercice dans toutes les provinces canadiennes. Hein. Et c'est vraiment au Québec qu'on donne qu'on rend disponible le plus largement les résultats de ce palmarès-là depuis maintenant 17 ans. Mais donc, je dirais que la meilleure façon pour nous de compléter l'exercice, c'est de le faire en allant sur le terrain. Puis pour les parents, les lecteurs, les gens qui vont, par exemple, se procurer aujourd'hui notre cahier spécial de 36 pages où il y a toutes les données, ben c'est d'aller sur le terrain, de poser des questions, d'aller rencontrer le personnel de l'école. Ça, c'est vraiment un exercice qui est très pertinent à faire. Sébastien, on va te laisser ensuite vaguer à tes occupations. On sait que tu travailles très fort la semaine et là, on est samedi. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Mais dernière question quand même. Tu n'as pas l'impression que derrière les critiques qui se font, peut-être pas celles de Jacinthe Evarel, mais il y a beaucoup de gens qui critiquent. Je lisais la presse au début du mois d'octobre. Il y avait un texte là, on dirait qu'il se préparait à la publication du palmarès. Puis on disait, bon, cet exercice-là a accru annuellement les inégalités entre les écoles. Ça fait en sorte que les meilleurs élèves des écoles qui ont plus de difficultés s'en vont vers les meilleures écoles. Bon, toutes les critiques de ce palmarès-là, si on les interprète avec une tête très froide, on ne réalise pas finalement que c'est une critique de la méritocratie, une critique du fait qu'il y a des meilleurs, il y a des moins bons. Tu sais, on n'est pas capable au Québec peut-être d'accepter cette réalité-là? C'est possible. Effectivement, c'est une bonne question. Nous, on les entend plus vraiment, ces critiques-là. On les entendait au début, je dirais, les premières années. On y a été sensible. On a apporté des ajustements à notre classement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on publie depuis le début ou presque 2 classements distincts, un pour le public, un pour le privé, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est aussi pour ça qu'on publie un classement qui met en valeur les écoles qui accueillent plus de 35 % d'élèves en difficulté et qui performent bien. Pour le reste, là, les lobbies qui font de la critique, les groupes de pression, les syndicats, les associations de direction d'école. Auparavant, c'était la Fédération des défuntes commissions scolaires qui critiquait. C'est pas pour eux qu'on fait cet exercice-là. Puis honnêtement, pour nous, ce n'est qu'une distraction maintenant. On le fait pour le public québécois qui en a bien besoin, qui est content d'avoir ces données-là. Puis on le voit par la popularité à chaque année de ces contenus-là, à la fois sur nos sites web et dans le journal. On sait que ça répond vraiment à une demande, puis on est très fiers de continuer à le faire. Alors, si ça suscite des critiques,
Ben, je comprends ces critiques-là depuis plusieurs années, Ben oui. mais honnêtement, pour nous, on n'y porte plus vraiment attention. Oui, puis ceux qui portent attention à ce palmarès-là remarquent que, oui, il y a des écoles, surtout dans les écoles privées qui se hissent depuis des années au sommet puis qui conservent leur place, mais il y a aussi des écoles publiques qui s'améliorent. Et Ben elles oui. s'améliorent À chaque année. peut-être. Elles s'améliorent peut-être parce qu'il y a un classement, puis parce que c'est plus le fun d'être 22e qu'être 44e, puis être 5e que 9e. Donc, grâce à ce palmarès-là, ben, il y a du monde qui se donne une bonne tape en arrière des fesses et s'améliore. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Le palmarès des écoles est disponible dans les pages du Journal de Montréal.